Sunday Night Production. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les troubles du sommeil en course à pied et vous allez découvrir les 5 perturbateurs nocturnes les plus courants pour les coureurs et surtout comment les combattre. C'est parti! Le sommeil est un élément clé de la performance en course à pied. Mais face au stress quotidien et à l'intensité des entraînements, bien dormir peut vite devenir un véritable défi. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons vous aider à dormir comme un champion avec l'aide d'un médecin spécialiste du sommeil. Des règles à connaître aux techniques d'endormissement instantané, en passant par les pièges à éviter, préparez-vous à devenir un expert du sommeil. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle capsule dédiée au sommeil. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons nous plonger au cœur d'un sujet qui impacte chacun d'entre nous chaque jour, le sommeil. Imaginez ceci, il est 20h30, vous venez de terminer une séance de fractionné éprouvante et vous vous préparez à aller au lit, espérant passer une bonne nuit de sommeil réparateur. Vous vous glissez dans vos draps douillets qui sentent encore la lavande, vous éteignez la lumière, vous fermez les yeux, mais là, au lieu de vous endormir paisiblement, vous voyez les minutes défiler sur votre horloge, votre esprit est en ébullition et le sommeil semble jouer à cache-cache avec vous. Si ce que je viens de décrire vous est familier, alors vous êtes au bon endroit car aujourd'hui, nous allons nous plonger justement dans les causes de toutes ces nuits blanches où malheureusement nous sommes trop nombreux à connaître et découvrir surtout comment les combattre, ces fameux perturbateurs de sommeil qui peuvent malheureusement nuire à nos performances. Et pour nous guider dans cette aventure nocturne, j'ai le plaisir d'être accompagné par le docteur Yasmine Spritz, psychiatre sportive et expert en sommeil. Salut Yasmine, ravi de te retrouver depuis la semaine dernière. Comment est-ce que tu vas ? Bonjour Guillaume, écoute, j'ai bien dormi, donc je suis en pleine forme pour attaquer l'épisode. Bon bah tant mieux, alors voilà, j'avais hâte de pouvoir prolonger l'échange avec toi, parce que la semaine dernière j'avais appris énormément de choses, mais avant de nous plonger un peu dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on pose un peu les bases et qu'on définisse ensemble ce qu'est un perturbateur nocturne, parce que c'est pas forcément une notion évidente pour chacun d'entre nous, et puis je suis sûr qu'il y a peut-être des petites subtilités voilà, qu'on n'est pas sûr de bien cerner. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'un perturbateur nocturne ? Alors un perturbateur nocturne, c'est un terme général qui est utilisé pour désigner tout facteur ou élément qui va interrompre ou nuire à la qualité du sommeil. Donc ces perturbateurs vont beaucoup varier en fonction de la personne et de l'environnement. Ils peuvent affecter à la fois l'endormissement et le maintien du sommeil. Donc ces perturbateurs, ça peut être l'environnement, les bruits, la lumière. Donc les bruits, ça peut être les bruits extérieurs, les bruits dans l'appartement ou la maison. Il y a la lumière, le matin, ou la lumière des LED, par exemple, sur les appareils en veille dans la chambre à coucher. Ça peut être la température, trop chaud, trop froid. Donc ça, c'est vraiment l'environnement. Après, les perturbateurs, ça peut être des problèmes de comportement. Donc ça va être les habitudes alimentaires, d'hydratation. Ça peut être les habitudes de consommation de caféine ou autres psychostimulants. Ça peut être le tabac, l'alcool qui peut être un faux ami par rapport au sommeil. Après, on a tout ce qui concerne aussi le rythme de vie. Donc la régularité qui va jouer sur la perturbation ou non du sommeil. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent perturber ce sommeil qui est du coup un équilibre finalement assez fragile. Bon, on va détailler tout ça, la partie psychologique aussi, parce que voilà, je sais que c'est aussi un enjeu, parce qu'on est nombreux à courir et à faire du sport justement pour essayer de se déstresser, mais bon, voilà, ça marche pas, c'est pas toujours très très fiable. Maintenant qu'on a une meilleure compréhension de ce qu'est un perturbateur nocturne, j'aimerais qu'on approfondisse un peu l'impact de ces perturbateurs et justement pour un sportif. Est-ce que tu peux nous parler justement des conséquences que peuvent avoir ces facteurs sur la performance d'un coureur ? Alors oui, sur la performance d'un coureur, on peut dire à court, moyen, long terme. Globalement, à court terme, ça va avoir un impact sur la récupération, la fatigue. Du coup, on va moins bien récupérer, on va avoir moins de force, moins de motivation à l'entraînement. On va pouvoir avoir une humeur qui va être moins bonne et du coup, forcément moins d'engagement dans la pratique, avec un risque de performer moins, puisque si on met moins d'intensité à l'entraînement, forcément, les résultats seront un peu moins bons. Donc, il y a ça. Ensuite,
à moyen terme, la fatigue va entraîner un risque de douleur, de blessure. Quand on est plus fatigué, on va risquer d'être moins attentif, d'avoir de moins bons réflexes, donc plus facilement se faire une entorse. Une foulée qui va se dégrader aussi. Une foulée qui se dégrade, du coup qui peut créer soit des blessures, soit une chute. Enfin voilà, il y a plein de choses. Voilà. Et puis alors après, à long terme, on va avoir un affaiblissement du système immunitaire, on va avoir finalement toutes les capacités qui vont décliner au fil des jours. Malheureusement. Ça va décroître progressivement. Et ces perturbateurs, ils sont nombreux, notamment quand on fait des préparations spécifiques, prépa marathon, prépa trail, où là, on va être très engagé dans une prépa. Ça, on va s'investir émotionnellement, temporellement, physiquement dans sa prépa. Et là, c'est comme des petits champignons. Tous ces perturbateurs, ils vont commencer à pousser et un petit peu se multiplier. Et là, il faut faire attention. Effectivement. Ouais. Je crois savoir que tu nous as préparé une liste de 5 perturbateurs nocturnes qui sont majeurs, vraiment qu'on retrouve souvent quand on pratique de la course à pied et même un peu pour tous les sportifs qui peuvent nous écouter aujourd'hui. 5, c'est pas mal. On va les identifier et surtout, tu vas nous expliquer comment les combattre. Est-ce que tu peux nous parler du premier perturbateur? Ils ne sont pas forcément dans l'ordre le plus important ou moins important, voilà, mais c'est juste, il faut bien commencer par un qui peuvent un peu gâcher les nuits des coureurs. Effectivement, il n'y a pas forcément d'ordre parce que surtout, ça va dépendre des personnes. En fonction des personnes, tel ou tel perturbateur sera plus important. Le premier que j'ai choisi de vous présenter, c'est la question de faire de l'activité physique intense le soir. Est-ce que ça va perturber le sommeil ou pas? En fait, le sport le soir va pas forcément perturber le sommeil, ça dépend de l'intensité qu'on y met. Effectivement, une activité très intense le soir, 1 heure avant d'aller se coucher, on monte la température corporelle, on augmente l'activation globale, donc ça ne va pas aider à dormir. En revanche, faire un petit footing tranquille, qui va vous déstresser, qui va vous faire du bien, qui ne va pas vous faire trop monter en température, alors là, au contraire, ça peut même aider à avoir un meilleur sommeil. Donc il ne faut pas forcément dire plus de sport à partir de la fin d'après-midi, c'est faux, ça dépend vraiment de notre antériorité dans le sport et de l'intensité qu'on y met. Alors, des fois, on n'est pas maître de son calendrier sportif puisqu'on peut être dans un club d'athlétisme, dans un groupe d'entraînement et donc on doit s'adapter aussi aux emplois du temps des uns et des autres et surtout quand on vit dans une grande ville. Moi, par exemple, à Paris, quand je m'entraînais en club, c'était le mardi soir à 20h, je crois, de mémoire et le jeudi soir, pareil à 20h parce que les gens travaillent dans les grandes villes, le temps manque. Et là, il faut reconnaître que on a une séance de fractionné et puis après, le soir, il rentre, il est 22h. Il faut manger, il faut prendre sa douche et en fait on va comprimer plein de choses à faire dans peu de temps et c'est vrai que la nuit on dort pas. Est-ce qu'il y a quand même des petites solutions si justement on veut un peu pallier à cet effet du trouble du sommeil de l'entraînement un peu plus intense? Oui, quand on n'a pas vraiment le choix, ce qu'on peut faire, c'est du coup mettre toutes les chances de notre côté pour malgré tout dormir. Donc ça va être vraiment soigner son alimentation, donc bien se réhydrater de façon adaptée, ni trop ni trop peu, manger quelque chose de à la fois consistant, mais pas trop gras, pas trop lourd à digérer. Ça va être d'essayer de prendre une douche tiède pour faire un peu descendre en température. Ça peut être aussi après d'insister sur des exercices de relaxation, cohérence cardiaque, des étirements. Des choses qui vont aider à apaiser un petit peu plus. Et évidemment, tu fais bien en parler, l'hydratation c'est important. Donc par exemple, quand on fait une séance ce soir, c'est important vraiment d'avoir sa gourde, de boire très très régulièrement pour pas dès qu'on arrive, on est déshydraté. Et c'est souvent un peu ce qu'on fait. On va courir, on pense à boire avant la séance, puis après, on ne boit plus jusqu'à tant qu'on arrive chez soi. Ça c'est une erreur parce que si on arrive déjà déshydraté, on va rajouter un problème. Donc voilà, le soir, il faut vraiment être très vigilant sur son hydratation. On boit de manière régulière. Peut-être aussi un petit goûter à 4h30, une petite collation un peu plus importante. Comme ça, le soir, on ne va pas avoir très très faim. Et si on augmente un peu la collation, justement, on va même mieux gérer les ressources. Donc on n'hésite pas aussi à adapter ces petits conseils. À mon avis, effectivement, ils sont très importants. Une collation à 16h avec amandes, chocolat noir, c'est idéal. Hein. C'est l'idéal. Et en plus, ça fait plaisir. Voilà, ça remonte le moral. Alors, du coup, le premier, on fait attention aux séances intenses. On essaye, alors si vous avez le choix, à pouvoir vous entraîner entre soit le matin, soit le midi,
midi, ça c'est l'idéal. Et sinon, un petit footing vraiment le soir, ça ne dérange pas du tout. Au contraire, ça, chez la plupart des gens, ça favorisera même l'endormissement. Donc voilà, le sport le soir n'est pas une contre-indication, c'est vraiment l'intensité qui peut poser problème chez certaines personnes. Et surtout ce qu'on fait après, tu le disais, on va en parler sur les facteurs environnementaux et nutrition, j'imagine. Quel est justement le deuxième perturbateur nocturne ? Alors justement, le deuxième perturbateur nocturne dont je vais parler, c'est la consommation de caféine et de psychostimulants. Puisqu'on sait que des fois, les sportifs aiment bien prendre un petit shot de caféine pour l'entraînement, parce que c'est vrai que ça peut donner un peu plus d'énergie pour même les gels, donner... Oui, même les gels, se donner un peu plus à l'entraînement. Et là, en fait, il va falloir être vigilant. C'est vrai que c'est déconseillé autant pour un entraînement le matin ou encore début d'après-midi, ça passe. Pour le soir, il faut quand même mieux éviter. Quoique après, la sensibilité à la caféine est tellement individuelle que d'une personne à l'autre, c'est très différent. Donc après, effectivement, regardez et essayez de voir si vous êtes sensible à la caféine. Si c'est le cas, regardez bien la composition des gels que vous pouvez prendre et évitez la caféine, notamment le soir. Et la caféine cachée des fois. Voilà, on sait qu'il y a des coureurs et des coureuses. Moi, ça peut m'arriver en été. Après une bonne séance, j'ai envie d'un soda, voilà. Et il y a beaucoup de caféine dans le soda, et donc des fois ça peut se dissimuler. Alors, étant d'origine italienne, moi je suis un grand consommateur de café. Je ne les sucre pas, donc je sais que voilà, mon médecin m'a dit pas de problème si tu les sucres pas. C'est souvent le sucre qui peut poser problème. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que moi, ça me fait rien. Je peux boire un expresso, vraiment, ça ne me fait rien du tout. Et c'est vrai que les Italiens n'hésitent pas à boire des cafés. On les boit très serrés, nous. C'est pas des cafés longs, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais par rapport au déca, je sais qu'il y a un peu un débat sur finalement le déca, ça peut aussi causer problème, c'est pas la solution miracle. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au déca ? Oui, le déca, en fait, il y a un peu de caféine dedans quand même. Donc en fait, tout dépend de la sensibilité de chacun. Si vous n'êtes pas très sensible, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes très sensible, évitez. D'accord. Merci pour ces précisions. Bon, je suis curieux maintenant de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le troisième de ta liste. Quel est ce perturbateur nocturne numéro 3 ? Alors justement, je reviens un petit peu plus en détail sur l'alimentation et l'hydratation. Parce qu'en fait, les sportifs, par exemple, pourraient se dire, après un entraînement, je vais manger le soir protéines, une bonne viande rouge pour reconstituer les muscles, etc. Mais ça, en fait, ça demande de l'énergie, ça fait chauffer la température corporelle pour la digestion et c'est pas idéal. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire attention à l'alimentation. Donc l'idéal, ça va être un repas quand même assez consistant avec des féculents, protéines, mais plutôt poisson, protéines végétales, œufs, et pas trop de choses très grasses ou de choses trop difficiles à digérer qui vont faire monter la température corporelle. C'est vrai que dans les indications, les conseils qu'on donne aux coureurs après une séance, et surtout une séance de fractionné, parce qu'on va déchirer de la fibre musculaire, c'est il faut recharger en protéines. Donc il y a les protéines végétales. Moi j'avais fait un podcast 93 jours justement sur le régime végétarien, parce qu'il y avait eu pas mal de Game Changer, le film sur Netflix il y a quelques années, qui avait fait un peu débat, donc j'avais voulu tester ça. J'avais pas noté une grande différence sur mes performances en tant que végétarien ou en tant qu'omnivore. Néanmoins, j'avais constaté que je dormais mieux, parce que justement, j'avais tendance à suivre un peu ce qu'on me disait. Mange de la viande après tes séances. Donc, je me faisais pas un steak, mais ça pouvait être de la viande blanche. Bon, des fois, un petit steak haché et tout. Et puis, justement, en enlevant et en remplaçant par de la protéine végétale que j'assimilais bien, parce que je sais qu'il y a des gens, ça peut être un peu différent, et je remarquais que je dormais très, très bien. Mais par contre, on parlera un peu de ça, mais par contre, il y avait un souci. C'était que je pouvais me réveiller la nuit avec des fringales, tu vois. Et on parle de l'hydratation. On dit aussi qu'il faut beaucoup s'hydrater. Pareil aussi, quelqu'un qui va beaucoup boire peut avoir tendance à se réveiller la nuit pour aller faire pipi et aller aux toilettes. Et ça, on n'y pense pas souvent dans la nutrition. Mais si vous ne mangez pas assez le soir, petite fringale et on peut avoir envie de manger. Et évidemment, se réveiller toute la nuit pour aller faire pipi si on a bu trop avant de se dormir, là, c'est problème. Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que l'alimentation, on dit vraiment, féculents. Il faut prendre une bonne quantité de féculents pour éviter les fringales. Et concernant l'hydratation, en fait, l'idée, c'est de pouvoir s'hydrater tout au long de la journée pour éviter, et c'est important pour éviter les maux de tête, les crampes, de l'inconfort, et ne pas boire trop le soir parce qu'effectivement, sinon, on va se lever 3 fois dans la nuit et là, c'est contre-productif pour la qualité du sommeil. On est trop nombreux, les coureurs, à se jeter sur la bouteille d'eau après la séance de sport. Et ça, c'est un indicateur vraiment qui n'est pas bon, quoi. Si vous devez vous jeter sur une bouteille d'eau dès que vous rentrez du sport, c'est que vous buvez pas assez dans la journée. Moi, ce que je recommande, et surtout en prépa marathon, c'est la gourde, 50 centilitres d'eau, donc un demi-litre. Puis comme ça, on peut contrôler aussi, donc minimum 3 gourdes
pleine tout au long de la journée. En plus, après, ce qu'on va boire à midi, parce que si on est qu'au verre d'eau, on ne peut pas quantifier et donc on va avoir tendance à beaucoup boire. Et comme on peut assimiler que 2 verres d'eau, tout le reste va partir dans les urines. Donc ça, c'est vraiment des conseils importants de bien anticiper cette gestion-là parce qu'on voit qu'une mauvaise gestion hydrique aura des conséquences sur le sommeil, sur la récupération et voilà. Quel est le quatrième, avant-dernier perturbateur nocturne? Alors, j'ai choisi de parler de la gestion des blessures et des douleurs, puisque c'est quand même quelque chose qui concerne souvent les sportifs, malheureusement. Et donc, en fait, c'est vrai que la douleur peut à la fois créer de l'inconfort, des douleurs physiques qui vont empêcher de dormir, compliquer le sommeil. En plus, vous pouvez prendre des traitements des fois antidouleurs, alors qui vont pouvoir être avec de la caféine ou stimulants. Donc, ça peut aussi causer des soucis. Après, en plus, un sportif blessé va être moins actif, donc moins de pression de sommeil le soir, donc avec le risque de moins facilement s'endormir, parce qu'en fait, il est moins fatigué, tout simplement. Et en plus, un sportif blessé est un sportif préoccupé, qui s'inquiète de l'atteinte de ses objectifs, qui ne sait pas quand ça va aller mieux, beaucoup d'incertitudes qui sont très anxiogènes. Et donc ça, c'est pas bon pour le sommeil, d'être inquiet. Et donc là, évidemment, il faut être très, très vigilant par rapport à ça, ça fait aucun doute. Parce que si on a une gêne, les douleurs menstruelles aussi, je sais qu'ils peuvent pas mal embêter les femmes qui courent. Donc tout ça, il faut être très, très vigilant. Le dernier perturbateur nocturne le plus courant chez un runner, c'est lequel ? Alors moi j'ai choisi de parler en dernier du stress de manière globale, parce qu'en tant que psychiatre, c'est hyper intéressant, il y a des choses à dire. Donc il y a à la fois le stress au quotidien et il y a le stress la veille de la compétition. Donc au quotidien, en fait, un stress va pouvoir avoir un effet pervers de surcharge mentale. On va s'inquiéter de notre planification d'entraînement, de notre performance, des statistiques par rapport à notre entraînement précédent. Et tout ça, en fait, ça peut vraiment créer un stress. Après l'entraînement, on regarde les statistiques. Est-ce que c'est bon ? Et ça, en fait, ça peut vraiment perturber le sommeil. Ça crée une espèce de surstimulation à réfléchir à tout ça. Et donc, ça peut perturber. Donc, l'idée, le mieux, ça va être de faire appel à des entraîneurs qui vont pouvoir vous faire votre plan d'entraînement. Ça évite d'avoir trop à cogiter là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir parler, de déposer ce qu'on a à dire et pas garder tout pour soi pour pouvoir se sentir mieux. Donc ça, c'est vraiment au long cours. Après, en veille de compétition, c'est encore un peu différent parce qu'il y a à la fois un stress qui peut être très positif, en fait, très stimulant, et puis parfois un stress anxieux, un peu de peur, d'anxiété, de se demander si on va être à la hauteur, etc. Dans le stress, le bon stress, il y a une espèce de sécrétion d'adrénaline, d'hyperstimulation qui fait qu'effectivement, on va avoir du mal à s'endormir parce qu'en fait, on est déjà dans notre course du lendemain. Dans ces cas-là, et même si c'est un mauvais stress, dans ces cas-là, on va dire que si vous avez dormi correctement toutes les nuits d'avant, il ne faut vraiment pas dramatiser, c'est pas si grave, parce que vous dormirez toujours quand même de 3 heures qui permettront de faire la récupération minimum nécessaire à faire ce que vous avez à faire le lendemain correctement, même pour une performance. Donc il ne faut pas trop dramatiser. Maintenant, pour essayer d'améliorer, comme on disait plus tôt, mettre en place tout un tas de routines, faire des visualisations positives qui vont pouvoir transformer votre anxiété en confiance en vous, faire de la respiration, faire tout un tas de choses qui vont pouvoir baisser votre niveau d'activation globale. Donc on ne s'inquiète pas la veille d'une compétition, et moi ça m'arrive tout le temps, je dors toujours très très mal. Et d'ailleurs j'avais un entraîneur qui m'a dit c'est bon signe. Et c'est vrai que les compétitions où finalement j'ai dormi comme un bébé, c'est pas forcément les compétitions où j'ai performé, quoi. Parce que c'est aussi le corps qui sait qu'il va se passer quelque chose. Donc finalement, il va commencer à aller chercher, mobiliser des ressources. Faut pas oublier que le stress, le bon stress, c'est un peu parce qu'on se transforme un peu en super héros, quoi. Tous nos voyants, tout notre corps, il comprend qu'il va passer quelque chose, donc il a besoin d'aller chercher un maximum de ressources. À l'époque préhistorique, je voyais un dinosaure qui me fonçait dessus, j'avais du stress, c'était justement pour courir plus vite, pour être beaucoup plus fin. Donc la courbe de stress, elle est toujours corrélée à la courbe de performance jusqu'au niveau où il y a trop de stress, et là on voit que c'est un dégringolage. Donc c'est plutôt bon signe. Là, on fait du lâcher prise, voilà.
On dort pas, c'est pas grave. Comme tu l'as dit, si on a bien dormi tout au long, parce que c'est avant qui compte, c'est pas la veille. Il y a plein d'études qui ont quantifié justement, et on s'est rendu compte que ça avait aucun impact, même si on dormait pas la veille de son marathon. Pour tout le monde, on s'allonge. Voilà, on fait pas de, voilà, on coupe la lâcher prise, on reste dans le lit, on essaie de se détendre. Même si on dort pas, on a l'impression de pas dormir, ça sera toujours efficace. Et ça, pas d'inquiétude. Ça, on parle du stress. Mais moi, je veux parler un peu de l'anxiété, qui est différente quand même du stress. Moi, souvent, on me dit, Guillaume, t'es stressé. Je dis non, je suis pas stressé, je suis anxieux. Parce que voilà, j'ai l'habitude, mais c'est un peu les plans sur la comète. Tu le disais, on est en préparation. Tiens, je suis à 1 mois de mon marathon, de mon trail. Ah tiens, je commence à avoir une douleur plus ou moins imaginaire. Ah, et puis si, imagine que... C'est ça l'anxiété, c'est de se dire, imagine s'il se passe ça, imagine si ça, il arrive. C'est des scénarios hypothétiques qui nous montent la tête et auxquels on pense tout le temps. Comment est-ce qu'on peut traiter ça ? J'imagine que toi, en tant que psy, tu dois être assez coutumière. Là, il va falloir remplacer ces pensées qui sont finalement dysfonctionnelles par des pensées qui vont vous être utiles. Donc, en fait, l'idée, ça va être justement ces idées un peu négatives qui tournent en boucle. Il va falloir se faire un petit scénario positif et faire de la visualisation sur un scénario positif. On peut le faire en imagerie mentale et s'imaginer qu'on est super en forme, qu'on a notre foulée qui déroule bien, qui est... en rythme, etc. S'imaginer doubler les autres. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses positives et finalement, ça va nous rassurer parce que ce scénario positif est tout autant légitime que le scénario négatif qui se base sur rien finalement. Et puis, il faut en avoir conscience aussi que, voilà, en tant qu'individu, on est aussi un peu programmé pour résoudre des problèmes, puisque pendant toute l'existence, alors on est à l'époque moderne, mais il y a déjà des milliers et des milliers d'années, on était confrontés quotidiennement à des famines, à des problèmes, à des guerres. Donc c'est vrai que notre cerveau, il a été un peu formaté pour résoudre des problèmes. Et donc, des fois, il a cette habitude de chercher un peu, qu'est-ce qui n'irait pas. Et donc, c'est aussi avoir conscience que, voilà, on a tendance d'avoir des troubles anxieux un peu plus ou moins importants. Et je sais que chez les sportifs, parce que souvent, on va vers le sport justement pour traiter ces troubles. Et c'est vrai que ça fonctionne. Mais quand on est dans des objectifs, du coup, un peu le naturel revient un peu au galop. Et donc, avoir conscience de ça. Là, je suis en train de m'imaginer un scénario. Je suis en train d'être... c'est moi qui me monte un peu la tête. Et encore une fois, on en vient sur le lâcher-prise. Donc déjà, voilà, c'est à mon avis une première étape intéressante. On parlera dans un prochain épisode justement des techniques pour s'endormir rapidement et donc on ne va pas trop développer dans celui-là. Avant de se laisser, j'aimerais quand même qu'on revienne sur quelques critères environnementaux parce que je voulais vraiment qu'on fasse un petit focus sur ça. Tu parlais de la douche, tu parlais de la température d'une pièce. Il y a aussi les écrans malheureusement qui sont très problématiques. Au niveau environnemental, quelles sont tes recommandations ? On reprend l'exemple d'un coureur qui a fait une séance un peu intensive. Quelles sont les étapes ? Il a 1h30, 2 heures pour manger. La température de sa douche, est-ce qu'il prend un bain ? Est-ce qu'il prend une douche froide, une douche chaude ? La température de la pièce, voilà. Crée un peu un environnement propice à l'endormissement. Alors moi, ce que je conseillerais, il revient, il arrive chez lui déjà, il s'hydrate. Une bonne douche, mais tiède, pour faire un petit peu redescendre en température, pas forcément froide, mais tiède. Ensuite, manger un repas plutôt léger, comme on disait tout à l'heure, mais malgré tout consistant. Enfin, pas léger, mais facile à digérer, mais consistant. Et ensuite, se mettre vraiment dans une ambiance qui va être propice à s'apaiser. Donc, lumière tamisée, idéalement. Pas des spots blancs, là, non, comme on a les spots d'hôpitaux, non. On essaye plutôt des lumières... Voilà, plutôt des lumières rouges, lumière tamisée, pourquoi pas une petite musique en fond, plutôt pas quelque chose qui pulse trop, pourquoi pas mettre des petites huiles essentielles pour avoir des odeurs agréables, et puis après, ça va être, pourquoi pas se faire une petite routine d'étirement pour faire du bien. Ça peut La température idéale pour dormir dans la pièce ? C'est 18 degrés. 18 degrés ? Ouais, alors voilà. L'hiver, c'est pratique. Voilà, l'hiver, c'est pratique, l'été, c'est plus compliqué. Et les écrans, alors ? Les écrans, alors on le sait, hein. C'est répété. La lumière bleue, en fait, va empêcher une bonne sécrétion de mélatonine. Donc, c'est vrai que les écrans, idéalement, 2 heures avant d'aller se coucher. Donc, en fait, en gros, quand vous rentrez, pas d'écran. Après, on peut assouplir un peu. Il y a des techniques pour diminuer un petit peu la luminosité. Donc, on peut faire un petit peu d'écran.
parce qu'on arrive à gérer la lumière bleue. Maintenant, le problème des écrans, c'est aussi que c'est de la surstimulation. Donc, si vous êtes sur votre écran, sur les réseaux sociaux, Sur Strava. sur Strava, en train d'analyser les choses, en fait, là, c'est plus le problème de la lumière bleue, mais c'est le problème de la surstimulation cognitive. Ouais, la dopamine que ça va. Voilà. Faut bien penser que toutes ces applications, ils ont des psychiatres comme toi qui leur expliquent un peu, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour générer de la dopamine, pour générer du plaisir. Et notre corps, il veut aller chercher ce plaisir-là. Et la nuit, il se dit, tiens, moi j'aimerais bien un petit shoot de plaisir. Donc on va voir, il y a le téléphone, mais il y a aussi les applications, parce que souvent c'est Instagram, Facebook, Strava, parce qu'on va chercher la dopamine. Et ça excite notre cerveau et c'est pas bon pour dormir. Non, effectivement, ça complique vraiment l'endormissement. Donc, c'est des choses vraiment à prendre en compte. Alors un conseil, parce que moi je suis un peu accro aux écrans, hein. Voilà, je le cache pas, j'ai même une grosse dépendance aux écrans, j'ai une dépendance à la dopamine. Et moi, le téléphone, il dégage de la chambre, il n'a plus le droit d'entrer dans ma chambre à coucher, c'est la seule solution que j'ai trouvée, c'est un peu radical. Et finalement, alors au début, j'ai commencé en laissant un peu l'iPad, ça marchait mieux déjà, je me suis dit bon voilà, et après j'ai viré aussi l'iPad progressivement, faut pas être trop extrême et ça a bien marché pour moi. Donc moi ça c'est quelque chose que je peux recommander. Et puis la douche, surtout là en hiver, voilà, on a fait une séance à 21h, il faisait assez froid, on n'a qu'une envie, c'est rentrer prendre une douche chaude pour se réchauffer. Là on fait monter la température du corps, c'est un piège aussi qu'il faut éviter. Faut éviter. Après, vous pouvez, si c'est trop dur, vous faites quand même chaud, mais après, vous essayez de finir sur une touche un petit peu plus fraîche, quand même, malgré tout. Et c'est pour ça, la prendre le plus tôt possible en rentrant. Merci infiniment, Yasmine, pour toutes ces explications. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de cette capsule du sommeil. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.